Maintenant, Agathe Cousin, que j'invite à nous rejoindre. Agathe est ici. Va pouvoir comme vous voulez, soit on s'assoit, soit on se met là. Je trouve ça plus dynamique quand de temps en temps en fait, on se met debout. Ouais, là c'est bien. Alors vous êtes responsable des partenariats et de la communication de France Médiation. Et avant que je vous pose un certain nombre de questions, est-ce que déjà vous pouvez nous dire 2 mots sur France Médiation? Oui, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend, oui. Je suis ravie d'être là, merci beaucoup. Donc, France Médiation est un réseau national d'acteurs de la médiation sociale qui s'est créé, on fait nos 10 ans cette année, qui fédère donc à peu près 70 acteurs dans toute la France qui interviennent dans l'ensemble des domaines de la médiation sociale. Et notre rôle, c'est vraiment de promouvoir la reconnaissance et la professionnalisation de ce métier. Alors, vous avez fait récemment des propositions au secrétariat d'État au numérique. Quelles étaient ces propositions ? Alors, il y avait plusieurs types de propositions, des propositions d'ordre général et des propositions vraiment sur la place et le rôle de la médiation sociale dans l'inclusion numérique. Donc, je vais peut-être commencer par les propositions d'ordre général. La première d'entre elles, c'était finalement il y a un manque dans la gouvernance de cette question de l'inclusion numérique au niveau territorial. On se rend bien compte, nous, on avait mené avec l'Union des PIMS à la Fondation FACE, la FEDE, une enquête qui portait notamment sur les collaborations entre les structures de médiation numérique et les structures les structures de médiation sociale et les structures de médiation numérique. Et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait une méconnaissance entre ces structures-là assez forte, que dans certains cas, il y avait des structures de médiation sociale qui étaient juste à côté d'un EPN et qui ne se parlaient pas, qui ne travaillaient pas ensemble. Et plus globalement, finalement, il n'y a pas de gouvernance territoriale de cette question de l'inclusion numérique. C'est-à-dire, il n'y a pas de chef de file sur cette question-là, il n'y a pas un acteur public, que ce soit le département, la ville, la métropole, qu'importe, qui puisse finalement mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour déjà évaluer l'ampleur de la fracture numérique et ensuite voir comment l'ensemble des acteurs peuvent travailler ensemble à y remédier. Donc ça, c'était vraiment notre première proposition. Pour permettre aussi, on parle souvent de comment on forme les personnes à accéder au numérique. On parle moins de finalement comment la médiation en particulier sociale, la médiation, ça marche toujours dans les deux sens. Dans l'intermédiation, il y a forcément une interaction, un échange. Et donc, on parle moins de comment la médiation peut aussi permettre de faire remonter des problématiques aux institutions et aux entreprises. Des problématiques sur la manière dont les services sont conçus, dans la manière dont les droits sociaux sont conçus, mais aussi sur les problématiques dans la manière dont les plateformes numériques sont conçues. On sait bien qu'il y a un certain nombre, par exemple, de plateformes ou de sites Internet qui ne sont pas follement ergonomiques et pas toujours extrêmement intuitifs dans leur utilisation. Et donc la médiation peut aussi permettre de faire remonter ça aux institutions. Et ça, je pense que ça nécessite du coup vraiment un échelon d'une gouvernance locale qui permette cet échange, encore une fois, dans les deux sens. La deuxième proposition, ça portait sur le financement. On a parlé du chèque haptique. L'enquête qu'on avait menée montrait qu'il y a quand même, donc, que les structures de médiation sociale ont pris finalement la dématérialisation massive de plein fouet, c'est-à-dire qu'elles se sont vraiment mis à cette question-là de non seulement comment on accompagne les personnes vers leurs droits, mais en plus maintenant finalement comment on accompagne aussi des personnes supplémentaires qui peuvent être des personnes âgées, mais aussi des jeunes à faire leurs droits sur Internet. Et on s'est rendu compte que finalement, cette part-là de l'activité, ces nouveaux publics finalement qui ont été créés par la dématérialisation, ont fait augmenter de manière, dans certains cas exponentielle, l'activité des structures de médiation sociale. On a des structures dans notre réseau qui nous disent on ouvre à 9h et à 10h30, on est obligé de fermer nos portes parce qu'on a déjà trop de monde chez nous et qu'on ne pourra pas accompagner plus de gens. Donc ça pose véritablement question pour ces structures-là en termes de services donnés à la population. Et donc l'enquête montrait qu'il y a quand même un tiers des structures de médiation sociale qui travaillent sur cette question de l'accompagnement numérique, qui n'ont pour cela aucun financement. Et donc ça, malgré tout, ça pose une question d'ordre moral et stratégique. C'est-à-dire finalement, on a quand même, les services de l'État ont quand même confié à des acteurs privés associatifs le soin de finalement prendre en charge ce qui auparavant été pris en charge par des agents d'accueil. Et donc ça doit aller avec des financements, en particulier à un moment où ça a déjà été rappelé. On assiste aussi à une baisse quand même assez drastique des contrats aidés. Et que donc il y a un enjeu de survie de la part des associations d'avoir des financements pour mettre en place un accompagnement réel des personnes sur le volet social et sur le volet aussi de comment on se sert des outils numériques pour accéder à ces droits. Voilà, c'était la
la deuxième proposition. La troisième proposition, c'était qu'on sait, et ça a été dit d'ailleurs par Emmaüs Connect, par Whittaker, par tout un tas d'acteurs, qu'il y a des publics qui n'accéderont jamais au numérique, en tout cas qui ne feront probablement jamais leur démarche en ligne. Encore une fois, on pense toujours aux personnes âgées, mais c'est probablement pas les seuls, quoi. Il y a des gens qui ne feront jamais leur déclaration d'impôt en ligne tout seuls. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut aussi faire attention à cette question, ça a été évoqué, la question de la solidarité, l'injonction à l'autonomie. Bien sûr que c'est important que les gens sachent faire les démarches seuls, mais il ne faut pas que l'injonction à l'autonomie devienne aussi une injonction à l'individualisme. C'est-à-dire qu'il est clair que ma grand-mère, par exemple, elle fera toujours sa démarche d'impôt, et c'est toujours moi qui la ferai à sa place. Et c'est évident. Donc voilà, il faut aussi faire attention à ça. Et donc il faut aussi que les services publics et les entreprises aient bien conscience de ça, et je pense que c'est le cas, et qu'il y ait qu'on garde des référents, des agents dans les institutions et dans les services publics pour accompagner ces personnes-là qui ne seront jamais autonomes dans l'utilisation des services, et ça a été dit notamment par la Banque Postale, mais aussi pour être des interlocuteurs pour les intervenants sociaux, en particulier les médiateurs sociaux, qui travaillent sur ces questions-là. Parce que qu'est-ce que le numérique a changé finalement dans le travail des médiateurs sociaux? C'est pas seulement que ça leur a rajouté un travail supplémentaire et que ça leur a demandé d'acquérir des compétences supplémentaires sur savoir se servir d'un site internet. Ce que ça a changé, c'est qu'il n'y a plus de relation entre l'usager et l'institution. Et qu'il n'y a plus non plus forcément pour les médiateurs d'interlocuteurs au sein des institutions. Quand une structure de médiation sociale reçoit une personne et que cette personne-là fait face à une situation complexe auquel le médiateur n'a pas forcément la solution parce que ce n'est pas sa vocation, le médiateur, il n'est pas un agent de la CAF, il n'est pas un agent de la Banque Postale, donc il n'a pas forcément la connaissance totale de l'ensemble des services qui existent, et ce n'est pas forcément sa vocation. Il doit pouvoir décrocher son téléphone et avoir un interlocuteur au sein de l'institution concernée pour orienter la personne ou pour éventuellement pouvoir informer la personne de son droit ou des droits auxquels elle pourrait avoir accès. Et ça, c'est un véritable problème qui a été remonté à travers l'enquête qu'on avait menée, c'est-à-dire que ces interlocuteurs-là, non seulement ils disparaissent pour les usagers, ce qui est quand même très problématique à un moment où on voit une forme d'éloignement, voire de méfiance d'une partie des populations vis-à-vis des institutions, en particulier dans les quartiers politiques de la ville, mais pas seulement. C'est-à-dire que le fait que les institutions disparaissent totalement, c'est problématique en soi. Et il faut aussi qu'il puisse y avoir pour qu'il y ait médiation, il faut forcément être trois, quoi. On ne peut pas faire médiation entre un usager, un médiateur et un site internet. Pour faire médiation, il faut forcément être trois, et donc il faut garder cette présence de l'institution et du service public. Voilà. Alors comment ont été reçues ces propositions ? Ces propositions, donc on a été audité par le secrétaire d'État au numérique, le secrétaire d'État n'étant plus là. Elles ont été reçues. Je pense fondamentalement que ce qui est mal... en fait, je crois vraiment qu'on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand je suis arrivée à France Médiation, j'étais d'ailleurs avec l'Union des PIMS à une réunion qui était organisée à l'époque par Marie-Lise Lebranchu sur finalement comment on va... sur le mouvement de dématérialisation massive des services publics, qui était vraiment annoncé à ce moment-là. Et c'était assez drôle parce que, en fait, donc c'était animé par un groupe de consultants. Et à un moment, en fait, on a été deux à lever la main, l'Union des PIMS et France Médiation, moi, pour dire, mais en fait, parce que le problème de la fracture numérique n'avait pas du tout été pris en compte à ce moment-là. Parce qu'on était parti finalement du taux de pénétration des smartphones dans la société française, du taux d'équipement des foyers en ordinateur, et donc on s'était dit il y a équipement, donc il y a accès, quoi. On s'était pas du tout posé la question des usages, voilà, et évidemment on avait pensé aux personnes âgées, ça c'est vrai, mais on n'avait pas du tout pensé aux jeunes qui en effet se servent très bien de Snapchat et puis beaucoup moins se servent pas de leur téléphone pour s'inscrire sur le site de Pôle emploi, quoi. Et donc en fait on a quand même nous dit que d'une part pour les publics précaires, en effet tous les publics précaires n'avaient pas des smartphones, et que d'autre part même pour les personnes qui ont des smartphones, cette question-là finalement de comment on se sert d'Internet pour accéder à ces droits, elle n'allait pas du tout de soi. Donc à l'époque, nos interlocuteurs étaient un peu surpris. Et maintenant, on est passé à l'extrême inverse, c'est-à-dire que tout se passe. Donc maintenant, tout le monde est conscient de la fracture numérique, mais tout se passe comme si finalement le numérique était la seule cause du non-recours. Or, le non-recours, il y a toujours eu du non-recours. Si vous prenez les taux de recours à la CMU complémentaire, ça a toujours été des taux explosifs.
pareil pour le RSA, pareil pour tout un ensemble de droits. Parce qu'il est clair que le numérique a créé une source de fracture ou d'éloignement supplémentaire des droits pour tout un tas de publics. Mais finalement, pour des publics qui avaient déjà des problématiques pour accéder à leurs droits, c'est un frein supplémentaire, mais ce n'est pas la cause majeure, quoi. Et c'est pour ça que quand on parle, voilà, le processus d'accès aux droits, c'est un processus long qui commence par déjà le fait d'être informé sur l'existence, de savoir qu'on a des droits déjà. Ensuite, comme vous l'avez dit précédemment, on va se dire que finalement faire la démarche, ça ne va pas être peut-être si compliqué que ça et qu'on va y arriver et qu'on va pouvoir aussi nouer une relation avec une institution, etc. Et donc en fait, je crois qu'il faut aussi être vigilant quand on parle de médiation sociale numérique, parce que le numérique étant partout, il n'y a pas plus de raison de parler de médiation sociale numérique. On ne dit pas les travailleurs sociaux numériques, on ne dit pas les enseignements numériques. C'est-à-dire que je crois qu'il y a deux finalement corps de métier. Il y a la médiation numérique, qui est un ensemble de métiers d'ailleurs, qui a vraiment ce rôle-là finalement de pédagogie sur l'utilisation des outils informatiques, des outils numériques. Et il y a la médiation sociale qui a ce rôle-là d'aller vers les populations qui n'ont pas recours à leurs droits ou qui ne savent même pas qu'elles en ont, qu'elles y ont droit. Et puis d'accompagnement à l'ensemble du processus, jusqu'au moment où on accompagne les gens éventuellement à faire leur démarche en ligne. Mais je crois qu'en tout cas, voilà, il y a une complémentarité, il y a une porosité entre ces deux ensembles, entre ces deux secteurs, et évidemment des partenariats à nouer. Mais je crois que si on veut véritablement réaffirmer la place de l'humain, il faut réaffirmer aussi la place des intervenants sociaux dans ce processus-là d'accès aux droits qui sont maintenant tous par définition dématérialisés. Alors, est-ce qu'on peut finir sur justement cette note positive aussi sur la professionnalisation des acteurs de la médiation sociale ? Donc c'est vrai qu'on a créé donc, avec l'ensemble des acteurs, hein, l'Union des PIMS, la Fondation FAS, la FED, enfin, voilà, l'ensemble des acteurs, une norme métier de la médiation sociale avec donc, le CGET, le CIPDR et la FNOR. Cette norme a été publiée il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement très fort maintenant qui s'engage de professionnalisation, de bientôt de premières structures qui seront certifiées, peut-être que ce sera les PIMS. Et donc c'est vrai que c'est aussi important de rappeler à cette occasion-là, en fait l'idée c'est pas du tout d'être sectaire ou corporatiste. La médiation sociale, elle s'est toujours définie en complémentarité avec d'autres acteurs. Encore une fois, le médiateur, il agit jamais seul, il agit toujours en complémentarité avec d'autres, avec des services de l'entreprise, avec des services de l'État, avec des travailleurs sociaux, avec d'autres associations. Mais c'est aussi important de rappeler, dans chaque métier, vous le savez, c'est important de rappeler ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et donc l'objectif de cette norme, c'est de rappeler finalement ce qui relève de la médiation sociale, un corpus, un cadre déontologique, la position de tiers, qu'on réaffirme aussi dans ce cadre-là et qui est importante de rappeler parce que la médiation étant à la mode, on oublie souvent que le médiateur, par définition, il est tiers et que donc il n'est pas l'assistante sociale, il n'est pas le service de l'État, il est quelque chose entre les deux. Voilà. Et ça permettra aussi, on l'espère, de garantir la pérennisation des postes et des structures de médiation sociale par un gage de qualité. Très bien. Merci beaucoup, Agathe Cousin. Merci pour cette parole. Merci pour ce témoignage. Pendant que vous interveniez